masque à l'effet, donc pas les masques. C'est plus simple pour parler, hein. J'espère que ça vous convient. Sinon, je vais le garder, bien entendu. Donc, merci d'être là. Donc, j'ai combien d'heures pour expliquer tout ça? 3, 4, 5, on passe à la vie ici tous ensemble, c'est ça? Donc, en fait, le titre est basé sur, vous pouvez lire, hein, sur les particules ultra fines. Au final, je vais vous parler un peu de manière générale de la pollution d'air. En pollution d'air, donc effectivement, les polluants gazeux, comme ça a été évoqué à l'instant, oxyde d'azote, ozone, particules, parce que tout cela forme un tout et il est difficile de parler que d'un élément du système atmosphérique qui nous pose problème. Alors, je vais essayer d'avancer lentement. On m'a déjà dit que j'avais trop de diapositives. J'en ai rajouté, du coup, pour être sûr que ce soit vraiment trop long. On peut aussi s'amuser à interagir. Donc, si jamais je présente quelque chose ou je dis quelque chose qui vous paraît obscur, on est là pour échanger, discuter. Ça peut se faire à la fin sous le régime classique des questions-réponses, mais aussi au moment où je raconte une bêtise ou une ânerie, corrigez-moi. Enfin, si je dis quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez me corriger. Alors, évidemment, ça ne marche pas. Ok. Alors, ça marche. Voilà. Alors, juste pour démarrer, quelques informations vraiment de base. On va parler d'impact à l'échelle de la planète. Donc, la planète, on est sur des distances qui sont marquées ici, de dizaines de milliers de kilomètres. Et finalement, ce qui est en train de modifier la composition ou l'environnement dans lequel on évolue, c'est des objets qui sont dans cette gamme-là. On est sur des objets qui sont de l'ordre du micromètre et en dessous. Donc, quand on va parler de polluants gazeux, comme par exemple l'ozone, on va être sur des échelles du nanomètre. Quand on va commencer à parler de particules ultra fines, je vais en prendre une bonne bouffée là en respirant, on va être sur des objets qui sont à la centaine de nanomètres. Donc, que des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. D'accord? On est vraiment à des objets qui sont 10 000 fois plus petits qu'un millimètre, voire plus petits. Et c'est ces petits objets-là qui ont vraiment un impact planétaire. Donc, en fait, pendant l'heure pendant laquelle je vais vous parler, je vais faire un peu une petite visite guidée sur comment ça se passe, d'où ça vient et quels sont les impacts. Je vais vous parler de pollution de l'air. Vous voyez un peu les différentes couches atmosphériques, troposphère, stratosphère, etc., qui sont toutes définies par la courbe de température au-dessus de la planète. Il y a des couches dans lesquelles la température décroît, puis après elle décroît, puis elle décroît, etc. Et à chaque fois qu'elle change de signe, entre croissance et décroissance, ça forme une couche parce que ça définit tout ce qui est vent, dynamique des gaz dans ces couches-là. Donc, dans la couche dans laquelle nous vivons, c'est la troposphère, c'est les 10 premiers kilomètres d'altitude. Donc tout ce que je vais vous parler va se passer dans cette couche-là, donc sur la première dizaine de kilomètres d'altitude. Et si je veux résumer tout ce que je vais vous raconter, voilà ce qu'il faut se souvenir. Chimie atmosphérique, donc ma discipline scientifique, peut se résumer grosso modo à ça. Les collègues m'en voudront énormément si je le fais, mais je vais le faire quand même. La végétation, la nature, mais aussi l'homme émet des polluants dans l'air. Il y a des émissions. Et ces composés, une fois qu'ils sont dans l'air, vont être objet d'une chimie relativement compliquée, sous l'action de la lumière, sous l'action de ce qu'on va appeler des radicaux, comme ces choses-là. On va rentrer vraiment dans le détail de la chimie de tout cela. Et finalement, une fois que c'est oxydé, transformé dans l'atmosphère, ça disparaît parce que ça retombe au sol. Donc, grosso modo, tout ce qu'on émet dans l'air doit retomber. Voilà. Si ce n'est pas le cas, on a un problème. Et on a un problème actuellement avec le CO2, on a un problème avec l'ozone, on a un problème avec les particules. Et on a un problème parce que ce cycle ne se fait pas, parce que ces choses-là ne subissent pas de transformation chimique, c'est le cas du CO2 par exemple, ou subissent des transformations chimiques qui produisent quelque chose de néfaste, c'est le cas de l'ozone. Puisque l'ozone n'est pas émis dans l'atmosphère,
il est formé dans l'atmosphère à partir de réactions chimiques. Donc si on regarde un peu la composition de l'air, heureusement pour nous, l'air est constitué majoritairement d'azote et d'oxygène. Je reprends le bonne bouffée, j'en ai besoin, mon corps en a besoin. Donc on a grosso modo 75% d'azote, on a une vingtaine de % d'oxygène, et puis on a une fraction de divers, un peu moins d'1%, dans lequel on va avoir une grande fraction de CO2, et puis on va commencer à avoir d'autres polluants atmosphériques. Si on rentre dans les polluants atmosphériques, on va avoir des choses dont tout le monde connaît les acronymes, les oxydes d'azote, les composés organiques volatiles, l'ammoniac, l'ozone, le dioxyde de soufre, les métaux et les particules fines. Alors, particules fines, on entend souvent parler de PM10, PM2.5, c'est ce qu'on entend souvent à la télé, dans les journaux. Donc, quand on parle de PM10, par exemple, c'est de la matière particulière présente dans l'air ayant un diamètre inférieur à 10 microns. Si on parle de PM2.5, c'est des objets qui sont dans l'air qui ont un diamètre inférieur à 2,5. Donc, je vais vous parler un peu aujourd'hui, moi, de oxyde d'azote, composés organiques volatiles, ozone et particules ultrafines. Sans oublier le dioxyde de soufre, parce que tout a démarré avec les oxydes de soufre. Alors, voilà une jolie photo d'une ville. Alors, j'aime bien démarrer mes présentations à l'ère des dinosaures. C'est un peu ce que je fais ici. Bon, pas tout à fait, hein. C'est une petite vidéo qui vous présente en fait l'urbanisation de notre planète. Vous voyez le temps qui défile et chaque fois vous voyez apparaître une ville. On a démarré à moins 3000 avant Jésus-Christ, puis on avance. Et on voit en fait que les civilisations viennent évidemment du Moyen-Orient. Je pense que ça, on est tous d'accord. Et on voit que tous les 100 ans, tous les siècles, il y a une ville qui apparaît quelque part. Donc on vient de voir un peu la Grèce. On arrive tout doucement dans notre ère. On voit un peu Londres qui vient d'apparaître. Et là, on arrive en fait à moins 60 avant Jésus-Christ. En fait, moins 60 avant Jésus-Christ, on se posait déjà des problèmes sur la qualité de l'air. On était dans des milieux urbains, déjà. Et Sénèque, donc en moins 61, il disait que dès qu'il a pu s'échapper de l'Europe, il se sentait mieux. Ses facultés mentales étaient améliorées et il se sentait vraiment mieux. Donc on se posait déjà à cette époque-là des questions sur l'impact de la qualité de l'air sur nous, en fait. Hein. Ça continue là, donc là je passe, on est à 500, vous voyez que ça commence l'Inde, la Chine commence un peu à se développer, l'Europe là on est dans les etc. Ça commence un peu en Europe à se densifier, nos villes commencent à grandir, à naître, etc. On voit bien que l'Europe est plein de points. Et en 1661, on a le premier livre sur la pollution de l'air. Premier livre, la pollution de l'air, qui traite un peu la pollution de l'air dans la ville de Londres. Alors, on écrivait de manière différente à l'époque, hein, puisque si moi je devais aujourd'hui écrire un article scientifique, je ne commencerais jamais comme ça. Où j'ai parfois l'honneur de me rafraîchir à la vue de votre présence illustre. Si je dois parler à ma directrice, je ne le ferai pas comme ça, je l'adore. Je ne m'exprimerai pas de cette chose-là, de cette manière-là. Mais quoi qu'il en soit, on se posait vraiment des questions en fait, à Londres sur la qualité de l'air. Et si on regarde un peu le développement de Londres, les riches étaient dans les quartiers où l'air était propre et les pauvres étaient dans les quartiers où l'air était vraiment en malsain. Donc les villes se sont développées de la même manière. Donc si je continue un peu ma petite vidéo là qui va nous amener à aujourd'hui, on voit vraiment que sur le dernier siècle ou les 2 derniers siècles, il y a eu une explosion de l'urbanisation. En fait, tout notre problème actuel vient en fait du fait qu'on vit en ville. On vit dans des centres urbains relativement denses. Et dans ces centres urbains, en fait, il faut se déplacer. Et en fait, au fil des siècles, au fil des millénaires, en fait, l'homme a apprivoisé à trouver la roue, a apprivoisé la vache, le cheval, ça a continué jusqu'au cheval vapeur. Donc, au fil du temps, en même temps que cette urbanisation s'est développée, on a développé des moyens de transport, entre les moyens rudimentaires et les moyens mécaniques. Puis on est arrivé là, entre le tournant du
du 19e, 20e siècle à une urbanisation croissante. Vous avez vu cette explosion de centres urbains à la fin du 20e siècle, et au fait que finalement on se déplaçait à cette époque à l'aide de chevaux. Et en fait, aux États-Unis, il y a tout un rapport qui émane du Congrès américain qui disait qu'à la fin du XXe siècle, c'était la fin de l'urbanisation. On n'arriverait jamais à des méga-centres urbains parce que c'était impossible à cause des chevaux. Il y avait un problème majeur à cette époque-là, c'est qu'il fallait évacuer le quota de chevalerie. On n'y arrivait pas, il y avait trop de chevaux. Là, une ville à New York, là, il y avait à peu près 200 000 chevaux au centre-ville de New York. En fait, ça a créé une vraie pollution et on prévoyait à cette époque-là la fin de l'urbanisation. En fait, est arrivée l'automobile qui a sauvé les villes. À cette époque-là, en fait, le fait d'avoir des automobiles était en fait une solution à un problème de pollution des centres urbains. C'était aussi une époque où finalement la ville où je travaille actuellement, qui est Lyon, était une des capitales mondiales de la fabrication d'automobiles. Il y avait une centaine de fabricants d'automobiles différents travaillant dans le centre de Lyon. Donc on est dans une région qui a beaucoup contribué à ce développement de l'automobile. Donc on est là dans des croisements 19e, 20e siècle. Et déjà dans les années, au début des années 1900, donc là je suis en 1930, il y a eu le premier épisode dans lequel on a mis en évidence un problème de pollution avec la mort de personnes. On a lors d'un épisode de brouillard en Belgique, recensé une soixantaine de décès. Et on a appelé ça le brouillard tueur. C'était vraiment, on a relié la présence d'un épais brouillard dans cette vallée au décès de quelques dizaines de personnes. Puis est arrivé en fait ce qui a tout déclenché. Là, on est 20 ans plus tard, on est après la Deuxième Guerre mondiale, on est en 1952, et il y a eu cette année-là ce qui est appelé le fameux épisode de Londres. Le fameux épisode de Londres, c'était un épisode sur quelques jours où il y avait vraiment un brouillard extrêmement épais sur la ville de Londres. Vous avez une photo ici, c'est en plein jour. Pas une photo la nuit où on cherche à éclairer. Là, on est en plein jour. Et en plein jour, on avait une visibilité, je ne verrais pas mieux. On avait une visibilité de 5 mètres. En fait, on voyait devant les bus un policier à pied avec une lampe qui ouvrait le chemin au bus parce que la visibilité était trop faible pour avancer. En fait, ce qui s'est passé pendant cette période-là, sur une période de quelques jours, là, où la partie grisée, c'est ce brouillard, il y a eu présence de brouillard et il y a eu des morts. Il y a eu plusieurs milliers de morts qui ont été directement attribués à cet épisode de brouillard. Et cet épisode-là a déclenché sur cette planète Terre l'ensemble des travaux qui ont visé à améliorer la qualité de l'air. Pourquoi? Parce que, en fait, à Londres, on dit qu'il y a beaucoup de brouillard, on dit qu'il y a beaucoup de brouillard parce qu'en fait, on brûlait pour se chauffer en tant qu'énergie du charbon qui était sale. En fait, à partir du moment où on a reconnu que cet épisode de brouillard était lié au fait qu'on se chauffait avec un combustible qui était pas propre, a induit quelque chose qui était extrêmement important, la nécessité reconnue de carburant. À cette époque-là, la première chose, c'était le charbon. Il a fallu enlever le soufre du charbon parce que c'est le soufre qui a conduit à la présence de particules lors de cet épisode londonien. Et on voit en fait sur ce schéma-là les émissions de dioxyde de soufre, donc SO2, au travers des années, en démarrant en 1850 jusqu'en 2010, donc pas totalement un jour, mais bon, c'est pas grave. Et on voit bien qu'à partir des années 60, donc juste après cet épisode londonien, que les émissions de soufre baissent. Sauf dans les pays en voie de développement, effectivement, puisque derrière, ben, ça a continué. Mais on voit bien sur la partie, on voit pas très bien les couleurs. En jaune, là, ça c'est l'Europe. En bleu, c'est l'Amérique du Nord. En vert, c'est l'Amérique du Sud. On va dire que dans l'hémisphère nord, excluant l'Asie, il y a eu un impact et on a commencé à améliorer la qualité. La Chine, avec son développement industriel, est venue après, de manière massive, et contribue toujours, en fait, cette production. Même si on verra tout à l'heure que si on commençait à aller plus loin, ça redescend aussi en Chine.
Alors, on va voyager un peu. On va aller en Californie, hein. Jolie région. Je ne sais pas si vous avez eu le plaisir de visiter. Voilà comment se déplacer. Je crois que c'est un postier dans les années 50. Là, on est sur un épisode de pollution à Los Angeles. Donc là, on est le 13 septembre 55. On a eu une concentration en ozone, on va dire, de 900 ppb. Pour vous donner une ordre de grandeur, c'est à peu près 100 fois ce qui doit être dehors actuellement, ou 50 fois plus fort que ce qu'il y a actuellement dehors. Donc l'épisode de Londres était lié à l'émission de soufre, lié au combustible qui était utilisé pour se chauffer. Alors que là, on a la formation d'ozone qui est un phénomène totalement différent. Et ce phénomène totalement différent est dû au fait qu'on a dans l'atmosphère un nuage de pollution à l'ozone qui est lié en fait à l'émission d'oxyde d'azote et de composés organiques volatiles. Donc dans les années 50 apparaissent les premiers épisodes de pollution à l'ozone. En fait, on s'est amusé à mesurer l'ozone depuis la fin du 19e siècle. Les premières mesures de qualité de l'air et de l'ozone ont eu lieu à Paris à l'observatoire du parc de Monceau, où les collègues de l'époque ont commencé à mesurer à l'aide d'un buquet titreur les concentrations d'ozone. Et on mesurait à l'époque une concentration là, de 10 ppb. L'épisode que je vous ai évoqué 50 ans après la fin des mesures ici, on est à 900 ppb à Los Angeles. Donc on a réellement ici une augmentation relativement forte de la concentration d'ozone, de ce qu'on a pu mesurer au démarrage de la révolution industrielle et ce qu'on a fait face au milieu du XXe siècle. Il y a une très forte augmentation de l'ozone dans l'hémisphère nord. Et on mesure l'ozone depuis très longtemps de manière spectroscopique. Les premières mesures, c'est un Marseillais qui les a développées dans les années 1920, etc., qui a fait les premières mesures optiques précises de l'ozone dans l'atmosphère. Donc, comment se forme cette ozone? Cette ozone se forme en fait du fait de la présence d'oxyde d'azote, de composés organiques volatiles, et lorsqu'il fait un peu chaud et qu'on a un peu de lumière, on fait de la photochimie. Et cette photochimie conduit à la création d'ozone. L'ozone n'est pas émis, personne n'émet de l'ozone. L'ozone se produit in situ dans l'atmosphère lorsqu'il y a réaction entre les oxydes d'azote et les composés organiques. Et ce produit, ça c'est une réaction chimique. Une réaction chimique, mais à un certain temps. Quand je fais de la cuisine et que je mélange les ingrédients, je commence à chauffer. Là, il n'est pas prêt tout de suite, il faut un peu de temps pour que ça cuise. Il se produit exactement la même chose lorsqu'on va commencer à faire de l'ozone dans l'air, en fait. C'est pour ça que les pics de pollution à l'ozone ne sont pas forcément à l'endroit où sont émis les polluants, mais dans le panache. Si je prends par exemple la ville comme Paris, les maxima d'ozone ne sont pas à Paris intramuros, mais sont dans le panache de la ville. Typiquement dans le sud-ouest parisien, par exemple. Parce qu'il faut un certain temps. Donc effectivement, les oxydes d'azote sont émis aux endroits où il y a des émissions, typiquement le transport, la voiture. Et l'ozone, lui, qui est cette ligne-là, va se produire dans le panache après un certain temps. Donc on peut mesurer à des endroits très pollués, très peu d'ozone. Il y a des endroits finalement où il n'y a pas énormément de pollution, des pics très forts d'ozone. En fait, assez curieusement, dans tous les endroits où il y a des cures, etc., c'est des endroits naturellement riches en ozone. Et on a placé ces endroits, ces lieux de cure naturellement riches à des endroits naturellement riches en ozone, parce que début du 19e siècle, c'était super oxygène. On s'en servait pour nettoyer les ponches. On exposait les gens dans des cabines à l'ozone pour que ça nettoie le système respiratoire, et on s'est rendu compte, quelques décennies après, que c'était une bêtise. Et donc, effectivement, les problèmes de pollution, c'est le transport. L'automobile est une source de pollution, il n'y a pas de doute. C'est une photo lors d'un embouteillage sur un épisode de pollution en 2017. On voit bien derrière qu'on ne voit pas grand-chose, en fait. Ces derniers jours, vous avez pu voir un peu des drones toute la journée aussi. Alors, je ne sais pas si ici vous êtes en alerte pollution ou pas, mais sur Lyon, c'est un peu. Voilà, donc on est en plein dedans actuellement. Peut-être pour d'autres raisons, avec d'autres sources, je viens bien après, mais on est en plein dedans.
Bah, le Grenoble est aussi lié au fait que le Grenoble est une cuvette et en fait, il y a des phénomènes des mélanges qui se produisent pas. Alors, dans les années 50, lorsqu'on avait ces 900 ppb d'ozone en Californie, voilà une des solutions qui était réellement envisagée. C'est on se protège, on met des masques, alors ça fait rire, mais finalement ça fait moins rire parce qu'on porte tous un masque. Pour d'autres raisons, mais finalement on est arrivé à la même situation aujourd'hui. Alors que si j'avais fait cette présentation il y a peut-être encore 3 ans, on portait le masque toute la journée, non, non, impossible, je ne suis pas chinois. Ça a conduit à un fait que cette solution-là n'est évidemment pas acceptable, il faut traiter la pollution à la source. Pollution à la source, ben, ça veut dire traiter sur les véhicules. En fait, si on compare les émissions d'un véhicule, d'une voiture en 1970 et en 2013, ce qui est émis a diminué d'un facteur de 100. Au jour d'aujourd'hui, les voitures avec lesquelles nous roulons sont à peu près 100 fois moins polluantes qu'elles ne l'étaient il y a 40 ans. Donc il y a eu vraiment des progrès énormes qui ont été faits de ce côté. Et en fait, on peut regarder ça de cette manière-là. Ça, c'est une image satellitale qui vous présente une map monde. Là où il y a des couleurs, c'est les concentrations en dioxyde d'azote, NO2. Vous avez une échelle, plus ça devient rouge, plus c'est pollué. Donc on voit bien que l'Asie, la Chine, les centres de production sont très pollués. On voit bien qu'en Europe, les endroits où il y a une densité forte ou une industrialisation forte, c'est pollué. Idem pour les États-Unis avec la côte Est et un peu la côte Ouest. Et si on s'amuse maintenant à regarder comment ça a changé. Donc là, c'est les différences de concentration en NO2, en oxyde d'azote, entre 2005 et 2014. Si ça devient rouge, ça a augmenté. Si ça devient bleu, ça a diminué. Ça est bleu à peu près partout. Ça a diminué très fortement. On voit bien sur Paris, on voit en particulier une des régions les plus polluées en Europe, c'est le nord de l'Italie, qui est une zone extraordinairement industrialisée. On voit bien qu'il y a eu une baisse très forte de pollution à l'oxyde d'azote à ces endroits-là. Bien sûr, il y a des endroits où la situation est peut-être un peu différente. Donc ça, c'est exactement la même chose, je passe. On peut regarder ce graphe-là qui vous montre l'évolution en fonction du temps des émissions de différents polluants. Chaque couleur est un polluant. Ce qu'on voit en fait, c'est que le PIB a augmenté, donc on produit de plus en plus, on produit de la richesse, etc. Mais au final, les polluants baissent. Donc sur cette échelle de temps, entre 2000 et 2016, les polluants presque tous ont baissé. On peut regarder un polluant qui est relativement important, qui est le plomb. Depuis les années 70, on utilise de l'essence sans plomb pour justement éviter l'émission de plomb dans l'environnement. Donc on voit en bleu, je pense que c'est mesuré, c'est aux États-Unis. On voit la diminution d'utilisation d'essence contenant encore du plomb. Et en rouge, on voit ce qui est mesuré dans le sang des Américains. D'accord? Donc on a une corrélation relativement directe entre ce qui est émis et ce qu'on retrouve dans l'organisme humain. Un peu avant 78. Très honnêtement, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Il y a un peu, je ne sais pas. Et si on reste toujours maintenant en Californie, donc il y a vraiment eu. Pourquoi je pars sur la Californie? C'est que la Californie, c'est l'endroit où toutes les lois, réglementations sur l'environnement sont les plus fortes sur cette planète. C'est vraiment eux qui cet État-là qui est très souvent à la pointe de tout ce qui est action sur les émissions polluantes, etc. Et en fait, toutes les émissions de polluants, soit le soufre, les oxydes d'azote, l'ozone, a été vraiment dramatique en Californie. Ça, c'est vraiment nettement amélioré. Au jour d'aujourd'hui, si on va à Los Angeles, qui est pas une petite ville, il y a des composés organiques volatiles présents dans l'air. C'est nous qui les émettons. La moitié, entre 30 à 50% des polluants de l'eau composés organiques volatiles présents dans l'air ambiant à Los Angeles est dû à nos parfums, à nos produits ménagers
aux peintures et autres gestes du quotidien. Donc il y a encore 50 ans, c'était la voiture, c'est plus. Donc sur ces dernières décennies, il y a eu vraiment un changement très fort sur les sources de pollution, et l'automobile est certes toujours un problème, mais peut-être pas aussi dramatique qu'il ne l'a été il y a 50 ans. Donc l'automobile n'est plus la seule source de pollution, il faut aussi regarder au quotidien ce qui se passe. Et on parlait tout à l'heure, la question m'a été posée, l'Asie. Je vais tourner un coup d'œil sur l'Asie. Donc voici entre la même courbe qui vous présente les évolutions de la concentration en dioxyde d'azote en Asie entre 2005 et 2014. Je vous disais tout à l'heure, quand c'est bleu, ça diminue, quand c'est rouge, ça augmente. Ça augmente. Principalement au nord, un peu moins au sud, hein, donc ça doit être la région de Hong Kong, par exemple. C'est le Japon où ça s'est amélioré aussi, mais la Chine est le producteur mondial d'à peu près tout. Donc la pollution a forcément nettement augmenté là-bas. Alors on va essayer de se focaliser sur cette région. Il y a deux types de courbes. Donc là, vous voyez un zoom sur cette région. Et là, vous avez les PM2.5. Donc PM2.5, encore une fois, les particules présentes dans l'air ayant un rayon à diamètre inférieur à 2,5. Entre 2013 et 2016, et plus ça tend vers le vert, moins c'est concentré. Et on verra bien qu'il y a une évolution vers la baisse. Si maintenant on regarde la courbe en dessous, qui est pour la même période, la même zone, on a l'ozone cette fois-ci, a tendance à la hausse. Donc on a agi en Chine sur la pollution particulière, mais en même temps l'ozone a augmenté. Alors, pourquoi? Alors, je vais passer très rapidement, parce que l'ozone, comme je l'évoquais tout à l'heure, se produit lorsqu'on a un mélange entre des composés organiques volatiles et des NOx et de la lumière. En fait, tout ce cycle de chimie, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une chimie. Et la production d'ozone dépend en fait du rapport composé organique oxyde d'azote. On a deux types de régimes chimiques et selon dans lequel vous êtes, si vous diminuez les NOx, vous allez augmenter l'ozone. Et la Chine est actuellement dans cette période, comme nous, dans cette zone-là, comme nous, on l'était il y a 50 ans. Maintenant, si on se focalise sur Hong Kong, vous voyez ici, Hong Kong, les concentrations de différents polluants. Chaque couleur est, encore une fois, un polluant donné sur la période 99-2013. Et on voit que tous les polluants baissent, sauf l'ozone. L'ozone, c'est une courbe jaune ou terne, je ne sais pas comment définir ces couleurs. Si on regarde la production d'ozone à Hong Kong due aux émissions locales, elle baisse. Donc là, c'est l'ozone. En fonction du temps, on considère que les émissions locales faites à Hong Kong. Hong Kong a eu une politique de réduction d'émissions très forte. Elle a un voisin, qui est la Chine, qui n'a pas eu la même. Conclusion, ils importent en fait de la pollution. On vit dans un monde où on n'est pas isolé, et en fait tous les polluants ont un temps de vie. Donc là, vous avez différents polluants avec des temps de vie qui vont de l'heure au siècle. Rappelez-vous le petit schéma sur lequel j'ai résumé, tout ce qui est émis doit retomber, et entre les dents, on a une transformation chimique, cette transformation n'a pas lieu, on a un problème, et s'il n'y a pas du tout de transformation chimique, on a les composés qui ont des temps de vie très très longs, à plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs siècles, qui posent des problèmes à l'échelle planétaire. Actuellement, on est très focalisé sur le CO2. Il y a encore quelques décennies, on regardait tout ce qui était trouble à cause d'ozone. Et si on descend, on a des polluants qui ont des temps de vie de l'heure du jour, comme le SO2. Le SO2 s'oxyde dans l'air, crée de l'acide sulfurique, crée des aérosols. Ça se fait très vite. L'ozone, lui, a un temps de vie de l'ordre de quelques semaines. Voilà. Le problème, c'est que lorsqu'on vit de plus en plus longtemps, on peut se déplacer de plus en plus loin. Si maintenant je décide, moi, d'émettre aujourd'hui, parce que je suis un grand méchant, un polluant néfaste, mais qui a un temps de vie très court, je vais polluer que Valence. Et si ce même polluant a un temps de vie qui est de l'ordre du siècle, je vais polluer toute la planète. Et c'est exactement le problème qu'on a avec le CO2.
Et selon le temps de vie d'un polluant, on a un impact local, régional, jusqu'à un impact global avec des fautes de frappe qui vont faire. Et donc, en fait, on a des problèmes qui sont liés au fait à les transports à longue distance, c'est-à-dire ce que je fais moi. Enfin, nous, Français, va impacter nos voisins, etc., etc. On va voir un exemple tout à l'heure. J'arrive finalement aux particules ultra fines. Je ne sais pas du tout à quelle heure on va commencer. Okay. Et tout ça, c'est un problème simple, l'ozone, que j'évoquais à l'instant. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la chimie. Je veux dire, mais c'est un problème finalement relativement simple. Il y a la problématique des aérosols. Alors, je suis un scientifique, donc j'ai des sources extrêmement fortes. Donc, j'ai pris la définition du Larousse. C'est quoi un aérosol? C'est une dispersion en particules très fines d'un liquide, d'une solution ou d'un solide dans un gaz. Elle est juste. Et si on veut illustrer un peu ça, si je décidais de m'arracher un cheveu, j'aurais un cheveu qui va avoir un diamètre de quelques dizaines de micromètres. On arrive à le voir avec. Maintenant, pour illustrer, vous avez à côté ici un grain de sable qui fait à peu près la même taille. Les PM10, c'est ce qui va être en bleu ici. Les PM10, c'est cette taille-là, par rapport à un cheveu. Et sur cette particule de PM10, les points rouges, c'est les PM2.5. Si on veut un peu illustrer ça de manière suivante, c'est toujours le même cheveu qui est là. Et puis on va descendre dans les différentes tailles avec un sable, un grain de sel. Si vous faites des pâtes ce soir, vous en utiliserez. Tout ce qui est cellules sanguines, pollen, des particules sahariennes. Je suppose que vous avez déjà eu un matin, vous êtes levé et puis c'était un peu rouge au sol, etc. Ça, c'est du sable qui nous vient du Sahara, qui retombe ici. Donc ça a ces tailles-là, ça a quelques micros. Si je descends, j'ai des cellules. Là, j'ai des cellules. Si je décide un peu de souffler, je vais émettre des particules. C'est pour ça qu'on porte tous des masques. Je vous rappelle que les masques que vous portez, c'est pas pour vous protéger, mais c'est pour me protéger moi. Et comme moi, je suis en échange de l'anglais. Et si on descend ici, on va avoir des particules de feu. On en parlait tout à l'heure, parce que ça, c'est un vrai problème devant nous. Le feu de biomasse, quand on brûle. Et on va descendre ici le virus, le coronavirus. Je vais en prendre un bon bouffée aussi. Et puis d'autres virus. Et donc, quand on va parler de particules ultra fines, on va être dans cette gamme de taille-là. On va être dans une gamme qui va être de l'ordre de la dizaine de nanomètres à quelques microns. Et on va avoir des aérosols de tout type. Vous avez sur cette diapo différents types d'aérosols. La suie, vive le diesel. À partir du moment où vous avez un filtre à particules, vous n'émettez pas de suie. Si vous l'enlevez, vous allez émettre de la suie, c'est-à-dire ça, ou des objets à quelques dizaines de nanomètres. Si vous vous promenez je cherchais, si vous vous promenez sur la plage, vous allez avoir de l'engrais marin. L'engrais marin, c'est du chlorure de sodium, principalement, uniquement, principalement, qui est de l'ordre aussi de quelques centaines, voire du micron en taille. En fait, il y a beaucoup de régimes diverses des aérosols. Et je vais essayer de vous illustrer tout à l'heure. Un peu un exemple sur une vidéo. En fait, on évoquait en introduction le fait qu'il y a des réseaux de qualité de l'air qui sont actifs. On a la chance dans la région d'avoir un réseau de qualité de l'air extrêmement actif qui mesure plein de paramètres différents, qui est au Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, j'ai pris leur diapo ici. Donc, ils mesurent plein de choses depuis des années, y compris des choses qui vont au-delà de ce qui est réglementaire. Les réglementations, aujourd'hui, on peut se poser si elles sont toutes encore bien pensées. En fait, elles mesurent, on ne voit pas super bien, mais vous avez ici le nombre de particules par centimètre cube sur différents lieux. Donc là, vous avez Grenoble, Lille, l'hypercentre de Grenoble, j'arrive pas à lire, Lyon-Centre, Marseille, je crois lire Bordeaux d'ici. Et vous avez pour chaque code couleur différentes tailles. Plus ça devient bleu, plus elles sont petites.
Et on voit en fait que lorsqu'on respire de l'air, on respire beaucoup de particules très petites. Alors que ce qu'on mesure, c'est les PM10, les PM2.5, c'est la masse. Ça sert à rien. Parce que les particules qu'on va respirer, les plus abondantes, c'est les particules les plus petites qui ne contribuent pas à la masse, elles sont très imparables, et c'est elles qui vont nous poser un problème. Alors là, j'ai une vidéo, je vais la passer en boucle pour au moins. Je ne sais pas si on peut couper la lumière, je ne sais pas si on peut. Alors, je suis fasciné par cette vidéo. On va se retrouver dans le noir, on n'ayez pas peur. Bon. Bon. Super. Donc, c'est une vidéo, je vais la repasser deux, trois fois, voilà, pour 2-3 heures. Vous ne partirez pas d'ici sans être aussi fasciné que moi par cette vidéo. Donc, c'est des images satellitales, évidemment retravaillées, recoloriées pour illustrer le propos. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà un planisphère, chacun se repère, l'Europe est par là, on est nous, je vous garantis pas la révolution du point, mais on est par quelque part. Et on voit sur chaque code couleur ces différents types de particules. D'accord? Alors, je vais commencer, elles sont définies ici, mais je vais commencer avec celles-ci qui sont les poussières minérales. Les poussières minérales, c'est du sable, très fin, qui est finalement mis en suspension sous l'action des vents dans les zones arides désertiques, en particulier le Sahara. Et on voit en fait ici, vous voyez bien qu'il y a le Sahara qui émet des panaches de poussière rouge, donc des panaches de poussière minérale qui se promènent. Et ça couvre par moments, si on regarde bien, une grande partie de la Terre. Il y avait un épisode au-dessus de la Méditerranée qui a recouvert la moitié de la Méditerranée. Là, il y en a un qui arrive sur l'Amérique du Sud. Il faut bien savoir que dans toute cette région-là, la porphyrigène par le dépôt de ces poussières minérales est ce qui permet à la végétation de vivre. C'est vraiment un apport nutritif tant dans l'océan Atlantique qui est entre les deux que sur la végétation à la partie amazonienne. Si on s'amuse à regarder le bleu, c'est les embruns marins. Les embruns marins, on va en avoir énormément dans cette partie ici au sud où on a des vents très forts, donc des vagues très fortes, et donc production d'embruns marins très marqués. En partie vert, c'est tout ce qui est organique et carbone suit. En fait, c'est les feux de biomasse, pour schématiser. Et les émissions, comme on verra tout à l'heure, les émissions naturelles de la végétation qui créent des aérosols. Et évidemment, là, ces aérosols verts vont se retrouver où la végétation est la plus abondante. Il faut savoir que... Il faut savoir que si on regarde à l'échelle globale, la principale source d'aérosols sont le Sahara, les embruns marins et la végétation. L'activité humaine. L'activité humaine, par contre, émet des particules des aérosols où vivent les humains. Donc ça nous impacte nous directement, et c'est relié au centre urbain dans lequel on vit. Et les aérosols émis par l'activité humaine, c'est ceux qui sont en blanc sur ce schéma-là, qui sont reliés qui sont reliés à l'activité humaine, toujours les sulfates, SO2, l'épisode de nombre, c'est comme ça qu'on schématise. Et donc ça, c'est des mesures réelles, c'est pas juste dessiné, c'est des vraies mesures effectuées en 2016. Et si je prends un peu là, il y a la Chine, vous voyez qu'en Chine, effectivement, il y a plein d'aérosols blancs, donc sulfate, donc qui est l'activité anthropique, donc l'activité humaine. Il y a plein de pollutions. Et on voit là, on en voit un qui va partir, on voit celui-là, qui va arriver ici et qui va impacter en fait l'Amérique de l'autre côté. Si je prends l'attaque, il y en a un qui vient de se produire, celui-là aussi, l'épisode de pollution de la côte est américaine qui vient impacter l'Europe. Je peux regarder l'Europe, là, il y en a un qui va impacter la Chine. Et en fait, on vit vraiment dans un monde où ces objets-là vivent suffisamment longtemps dans l'atmosphère pour avoir en fait un transport à longue distance. Et quand je dis non, un transport à longue distance, c'est vraiment un mélange à l'échelle de la planète. Donc si on veut améliorer, ouais.
qu'on voit, c'est une accumulation de tout ce qui se passe entre 0 et 10 km. Voilà. C'est une vue de l'espace, hein, puisque c'est des mesures satellitales, donc effectivement, ça mesure, c'est une vue de l'espace. Ouais. Et ce qui est vert, c'est quoi? Ce qui est vert ici, c'est tout ce qui est émis à partir de la végétation. La végétation va émettre principalement des aérosols sur deux formes, on va le voir tout à l'heure, quand on brûle, mais aussi naturellement. Alors si on s'amuse à voir comment se forment les aérosols marins, si vous avez vu une boisson gazeuse type Perrier ou autre, si vous mettez votre main au-dessus de votre verre, de votre verre, vous allez avoir à la main nue. On va se passer exactement la même chose dans les océans. Les océans contiennent du gaz qui est produit par l'activité biologique dans les océans, par le remous lié au vent et plein d'autres activités, qui va faire en sorte que on va avoir des bulles qui vont se former. Hop, et si j'ai un peu de vent, cette bulle, cette gouttelette va être transportée, ça va créer des embruns marins. Plus j'ai de vent, plus j'ai de remous, plus j'ai des aérosols présents dans l'air. Alors la question maintenant sur le verre, la question qui m'a été posée à l'instant, c'est quoi le verre? On va faire une expérience ensemble, on va prendre du verre. Bon, là il est jaune, pas de bol, mais c'est un citron pour en fait représenter les émissions naturelles liées à la végétation. Ça émet des terpènes. On a tous senti des terpènes, ce qui est dans les parfums. Et on va mettre une écorce de citron dans ce ballon qui contient de l'ozone. Et qu'est-ce qu'on voit? On a une fumée qui se forme. Parce qu'il y a des huiles essentielles. Oh non, c'est parce qu'en fait, ce morceau de citron va émettre comme toutes les plantes, les terpènes, monoterpènes et autres composés chimiques. C'est ceux qui sentent bon, qui forment justement les huiles essentielles, qui donnent des odeurs au parfum. Et ces composés-là réagissent avec l'ozone. Dès qu'on met ces émissions naturelles en présence d'ozone, elles font une chose, je simplifie, elles font des aérosols. Et ce qu'on voit là, en fait, donc ces panaches-là, c'est la résultante des émissions naturelles de composés organiques d'origine biogénique, parce qu'elles sont en présence d'ozone, créent des aérosols. Et c'est une des sources principales de particules d'aérosols sur cette planète. C'est naturel. Une chose qui ne l'est un peu moins, c'est ce qu'on voit là, c'est les feux de cheminée. Là, vous avez une photo de la vallée de l'Arve, en Savoie, qui est probablement une des régions les plus polluées en France, pour deux raisons. Il y a la fameuse autoroute qui relie la France à l'Italie, mais aussi au fait que c'est encaissé, donc c'est encaissé, donc en fait, il y a ce qu'on appelle une couche d'inversion. C'est quoi une couche d'inversion? C'est lorsque je mets quelque chose, il ne peut pas être transporté au loin, ça reste au même endroit. D'accord? Si je décide d'avoir sur cette table-là maintenant une bougie et que je souffle, vous verrez bien le panache partir dans le sens du vent. Quand il y a une couche d'inversion, ça ne peut pas se faire. Et les polluants restent concentrés comme si je mets un couvercle sur une cocotte minute, ça reste à cet endroit. Grenoble, les larves sont des endroits où il y a des couches d'inversion très fortes. C'est pour ça que ces endroits peuvent être potentiellement très pollués. Donc, dans un centre urbain comme Lyon, comme Valence, comme Paris, etc., actuellement, ça, le feu, c'est une des sources principales de pollution aux particules. Je schématise, une particule sur deux est émise d'un processus d'un feu de bois. Alors en ce moment, on parle beaucoup de mettre des poêles à bois, des poêles en granulés, etc. C'est ça que Alors, pour une raison toute simple, je vais essayer de rendre ça. Si je brûle du bois à la maison, donc je suis coupable. D'accord? On est tout de suite d'accord. Si je m'amuse à faire un feu de bois, je vais créer des particules. Il suffit de regarder un feu, on voit tout de suite qu'il y a des particules. Et si je prends ces particules et que je les mets sur des filtres, j'ai des choses qui sont plus ou moins noires en fonction du type de combustion que je peux avoir. On est bien d'accord?
c'est lié en fait à la température de combustion. D'accord? On peut, une combustion ultra propre, totale, va transformer votre combustible en CO2. Bon, maintenant, ça, c'est un cas idéal, théorique, etc. Il y a toujours les à côté qui font qu'on va émettre, on va faire quelque chose d'autre. Et plus vous brûlez proprement, plus vous brûlez à haute température, à une température maîtrisée, moins vous allez avoir de ces autres choses qui posent problème. Et en fait, vous avez maintenant un métrique qui a été mis en place suite aux travaux qui avaient été faits il y a maintenant 10-15 ans par des collègues de Nova et nous également dans la vallée de Nord. C'est comme pour les frigos, vous avez ABCD, FGH. Sur les poêles, maintenant, vous avez des flammes qui représentent la même chose. Et plus vous avez de flammes, plus votre poêle va brûler à haute température et va brûler les imbrûlés, etc. Donc à la fin, théoriquement, il n'y a plus du CO2, c'est pas le cas. Hein. Et en fait, plus on va brûler à haute température, moins on va avoir d'émissions néfastes. Ouais. C'est quoi la température et est-ce que les grosses centrales communes dans les villes ils sont dans cette haute température? Alors tout ce qui va être ingénieré, c'est-à-dire les granules, où finalement c'est ce qui produit le moins de polluants par rapport à une bûche, etc., ou les centres d'incinération ou autres, l'effort est fait justement de brûler à plus haute température pour éviter justement toutes les émissions autres. Il se trouve que sur les sites industriels ou autres, il y a aussi un système de post-traitement, comme sur les véhicules. Où finalement, on sait qu'on va émettre quelque chose, mais on va essayer de le filtrer pour pas qu'il aille dans l'environnement. Dans certains pays, en Allemagne, en Autriche et d'autres, selon l'endroit où vous êtes, si vous voulez faire un feu de cheminée, il faut avoir un permis. Et vous avez par exemple le droit de faire une fois par semaine. Dans certains pays, on commence à mettre sur les cheminées à la maison des systèmes de filtration pour justement éviter les problèmes. Et un jour ou l'autre, on va probablement y venir. Alors pourquoi j'ai mis cette photo? Vous reconnaissez, je pense, cet endroit. C'est Sydney. C'est l'opéra de Sydney. Il s'est passé des choses assez embêtantes ces dernières années en Australie, en Californie, ailleurs. C'est ça. On est rentré dans une période où on a des méga feux de forêt. C'est probablement, voire certainement lié au changement climatique, assèchement, température, etc. Mais on commence à avoir des méga feux de forêt qui sont un vrai problème. Là, c'est une image satellitale de cette période-là. Je ne pourrais pas vous dire exactement quel jour. Je crois que là, c'était en décembre, janvier 2020. On voit ici le sud de l'Australie. Et on voit ici un grand panache de feux de bois, en fait, hein, qui s'est propagé dans cette partie-là. Là, ce que on est en train de voir, c'est toute cette zone-là. D'accord? Entre l'Australie qui arrive sur la Nouvelle-Zélande, la conséquence a été que les glaciers en Nouvelle-Zélande ont eu tirer recouvert dessus. Le problème, c'est que lorsque la glace se recouvre dessus, au lieu de réfléchir à la lumière, elle va l'absorber, elle va se réchauffer, elle va fondre. Le deuxième problème, c'est lorsqu'on a des feux, en fonction de l'intensité du feu, on va avoir un panache de fumée qui va aller plus ou moins haut. Donc là, vous avez les 10 premiers kilomètres avec ce qu'on appelle la couche de mélange. La couche de mélange, c'est grosso modo les premiers 2 kilomètres. Où finalement, tout est bien mélangé parce que c'est très turbulent. Et après, il y a la troposphère. Si le feu est relativement peu intense, la pollution va rester grosso modo plaquée au sol. Mais si j'ai un feu qui gagne de l'importance, il va aller au-delà de cette couche de mélange, il va se retrouver dans la troposphère, ce qu'on appelle la troposphère libre, il va pouvoir être transporté. Rappelez-vous la vidéo. Je vous ai dit que je vous la repasserai 10 fois, je vais le faire, je tiens promesse. Cette partie verte, c'est en partie aussi des feux de forêt. Donc si on commence à augmenter ces émissions-là parce que
parce qu'on a des méga-feux un peu partout, tout le temps, on va avoir un problème parce que ça va augmenter la charge en particules dans l'air. Deuxième problème qui est en train d'apparaître, c'est que ces feux, en particulier les feux australiens, ont été suffisamment puissants pour injecter des particules dans la stratosphère, à très haute. La conséquence, c'est que ces particules-là sont actuellement en train de détruire la couche d'ozone. Et donc, en fait, on a actuellement un vrai problème. Si ces fréquences de méga-feux se continuent comme elles sont actuellement, on va avoir de plus en plus de particules dans la troposphère, potentiellement dans la stratosphère, avec un impact sur la couche d'ozone qui était justement en train de se reformer, enfin, pour la couche d'ozone qui est en train de se refermer. Donc, on a un couplage là qui se fait entre le changement climatique, qualité de l'air et l'ozone stratosphérique qui est à suivre. Alors, quels sont les impacts? Il me reste encore bien une heure, je suppose. Quels sont les impacts? Donc, je vous ai dit au départ, on est au nanomètre. Le nanomètre, c'est un 10-9 mètres. Quels sont les impacts sur cette belle planète Terre? Alors, c'est une vidéo qui devrait démarrer, si j'ai de la chance. Ouais. Donc, c'est une vidéo qui vous montre, à Pékin, la formation d'un épisode de pollution. Il n'y a pas de vent, hein. C'est que de la chimie qui se met en place et qui transforme. Vous vous rappelez là, le petit citron qui était dans le réacteur qui a fait un panache. Là, c'était nous le citron. C'est les émissions polluantes dans la mégacité de Pékin qui, sous l'action de la lumière, de l'ozone, etc., font ce panache de fumée qu'on a vu tout à l'heure dans le réacteur. Mais là, c'est vraiment sur la ville de Pékin. Et on voit, si je remonte, bon, je ne sais pas si on va le voir, mais on voit bien ici que, rappelez-vous, la photo sur laquelle j'ai démarré sur l'épisode de Londres, où on avait une visibilité à quelques mètres. On est dans le même cas, on était dans le même cas en Chine il y a 5 ou 10 ans. On ne l'est plus. Pour la Chine, ce genre de problème est sur la voie d'être résolu. Le problème maintenant est lié à l'ozone. Mais bon, on peut pointer la Chine du doigt, mais ça c'est une photo de Lyon prise il y a quelques années, enfin, un ciel clair et une journée polluée. Des endroits, je travaille à Villeurbanne, potentiellement une vue sur la basilique de Fourvière, qui est à vol d'oiseau à 1 kilomètre. Le jour, je ne la vois pas parce que c'est pollué. Aujourd'hui, je n'aurais pas vu, c'est le dernier jour, je n'aurais pas vu. Alors, il faut savoir que l'OMS et son cirque, puisque ça s'appelle comme ça en français, hein, ce Centre international de recherche sur le cancer, qui est basé à Lyon, a classé en 2013 l'air que nous respirons comme étant un polluant cancérigène de classe 1, la plus dangereuse. Donc, challenge, on peut tous arrêter de respirer, on va voir combien de temps on tient. Peut-être qu'ils tiendront plus longtemps que d'autres, mais voilà. Donc, c'est vrai, c'est reconnu que la pollution de l'air tue. Les estimations actuelles ça tue à peu près 7 millions de personnes par an sur cette planète. Donc, on est quand même sur des chiffres colossaux. En France, je crois que les derniers chiffres sont de l'ordre de 60 000 personnes par an. À vérifier, peut-être que j'aurai de mémoire, je raconte peut-être des bêtises. Est-ce que c'est des personnes qui meurent, des personnes qui vivent dans des villes polluées? Parce que, comme vous disiez, ça s'éloigne du point névralgique de la pollution. En fait, le problème, alors effectivement, la pollution peut être transportée, mais je réponds à la question dans 2-3 transports, j'ai un truc ici qui pourrait permettre d'illustrer ça. En fait, ça tue comment? Alors là, c'est exactement les chiffres, hein, donc c'est les chiffres qui datent d'il y a 2-3 ans, mais bon, c'est des estimations, hein, parce que personne ne peut compter tous ces décès, donc ce sont des statistiques, voire des prévisions, plus ou moins certaines, ou incertaines, selon l'angle où on veut le prendre. On voit évidemment que plus l'endroit est pollué, plus ça tue. Probablement, plus les gens sont pauvres, plus ça tue. Dans les pays, heureusement pour nous,
qui vivent dans un environnement quand même très favorable, hein, il faut le reconnaître. En Europe, on est sur de l'ordre d'environ 500, enfin, l'Europe, la partie rose ici, c'est pas que l'Europe d'ailleurs. On est sur environ 500 000 décès, Amérique 300 000, et puis le reste, c'est les pays, c'est l'Asie et l'Afrique où vraiment il y a un problème. On tue comment? Là, je prends une bouffée de particules ultra fines, rappelez-vous, quelques centaines, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend dans mon nez, elles vont passer là, elles vont passer dans mon poumon, elles vont abîmer mes poumons, et surtout, elles vont passer dans le système sanguin. Parce que ces particules qu'on ne mesure pas quand on mesure les PM sont suffisamment fines pour rentrer dans le système sanguin. Une fois dans le système sanguin, elles vont attaquer le cœur et le cerveau. Et en fait, c'est pour les raisons pour lesquelles l'impact, c'est les AVC et les problèmes cardiaques. Si je regarde un peu ici, hein, vous avez l'impact des particules ultra fines et vous voyez que l'impact est cardiaque et non pas respiratoire. Et le problème, c'est justement que depuis désormais quelques années, il y a plus d'habitants dans les centres urbains qu'en dehors des centres urbains. Donc même si la qualité de l'air s'est effectivement fortement améliorée dans nos centres urbains, je parle européen, Amérique, l'hémisphère nord, excluant l'Asie, la qualité de l'air s'est fortement améliorée, mais on est de plus en plus de personnes exposées à une qualité de l'air parce qu'on est de plus en plus nombreux à vivre dans les centres urbains. Donc on a deux effets qui vont dans des sens opposés et qui conduisent au fait qu'on a de plus en plus de problèmes avec la pollution de l'air. Alors, qui a déjà vu un nuage? Tout le monde a déjà vu un nuage. Enfin, j'espère que de temps en temps vous levez la tête. Hein. Je vous le souhaite en tout cas. Il y a parfois des nuages dans le ciel. Depuis que l'homme existe, il voit des nuages, mais on ne sait toujours pas expliquer leur formation. Voilà. On sait expliquer la pluie, parce que pour faire une prévision météo, on n'a pas besoin d'avoir une compréhension extrêmement fine de la formation des nuages. Mais pour avoir un impact sur le changement climatique, on est obligé de savoir exactement comment se forment les nuages, et on ne sait pas. On ne sait pas bien. Comment se forment les nuages? Comme ça. C'est une photo, il faudrait que je la change, parce que là, on ne la voit pas bien, la résolution n'est pas très bonne. Je vous ai déjà tous vu ça dans une salière où on met des grains de sel. Dans une salière, on met des grains de riz. Dans une salière, on met des grains de sel aussi, hein, c'est le but. On met des grains de riz. Pourquoi on met des grains de riz? C'est pour éviter que le sel se transforme en une solution saline. En termes scientifiques, on va appeler ça la déliquescence. Et on voit ici une particule réelle prélevée à Atlanta, sur laquelle elle expose à une humidité croissante. Et au bout d'un moment, paf, cette particule solide devient une gouttelette d'eau. C'est un phénomène naturel. Et c'est grosso modo comme ça que se forment les nuages. Et les nuages ont un impact sur le climat. On obtient l'énergie qui nous fait tous vivre, qui crée la vie sur cette planète, qui crée de la végétation, qui fait qu'on s'amuse, etc. C'est le soleil. Une partie de l'énergie solaire qui nous arrive est réfléchie vers l'espace. Et le reste sert à nous réchauffer et à faire la photosynthèse, etc., etc., etc. Si maintenant j'ai des aérosols dans l'air, ils vont interagir avec le rayonnement solaire qui arrive. Ce qu'on a vu là sur la formation autour de la saleté de ce qui finit par être une bulle d'eau, c'est un phénomène de capillarité, ça? C'est un phénomène ce qu'on appelle de déliquescence. C'est une transition de phase entre une phase solide et une phase liquide avec lorsque l'eau, vous pouvez prendre l'exemple, là, ce sera les cuire des pâtes. Vous voulez mettre votre sel dans l'eau, vous le mettez à côté de la vapeur d'eau, et à un moment donné, vous allez voir spontanément votre sel se transformer en eau. Ce phénomène-là, c'est au bout d'un moment, il y a suffisamment d'eau pour que spontanément, le solide se transforme en une solution saturée en sel. Si j'ai des aérosols dans l'air, ces aérosols
On voit bien quand c'est pollué, ben, j'ai un impact sur la visibilité. Donc si j'ai un impact sur la visibilité, ça veut dire que les particules interagissent avec la lumière. Parce que sinon, l'œil, lui, il est capable de voir à des centaines de kilomètres. Il se passe la même chose dans l'air, les aérosols vont réfléchir une partie de la lumière. Mais il n'y a pas une seule gouttelette de nuage qui ne s'est formée sur un aérosol sur une particule préexistante. Chaque gouttelette de nuage a été formée sur un aérosol. Sans aérosol, pas de nuage. Et plus on a d'ailleurs, voilà, une fois qu'on a les nuages eux-mêmes vont interagir avec la lumière et réfléchir une partie de la lumière vers l'espace. Maintenant, si j'augmente le nombre de particules, l'eau restant, la quantité d'eau présente dans l'atmosphère étant plus ou moins constante, je vais avoir des nuages qui se forment et qui sont constitués de nombre plus grand de gouttelettes de nuages. Parce qu'il y a eu plus d'aérosols au départ. Donc ces gouttelettes vont être plus petites. Et elles vont interagir de manière différente avec le rayonnement solaire et réfléchir cette lumière de manière différente. Si maintenant j'ai plus de gouttelettes de taille plus petite, j'ai moins de pluie. Parce que pour qu'il pleuve, il faut que ces gouttelettes atteignent une taille critique, puis elles tombent. Mais si la quantité d'eau est distribuée sur plus de gouttelettes, elles ne vont pas atteindre cette taille critique, et ça va réduire la quantité d'eau qui va retomber au sol sous forme de pluie. Et en fait, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que le nuage, du coup, il peut vivre plus longtemps. S'il vit plus longtemps, il va réfléchir l'environnement solaire dans une période plus longue, etc., etc. Et il y a plein d'effets comme ça qui jouent sur le climat. Et c'est toute cette chaîne entre la formation des aérosols, leur interaction avec la vapeur d'eau, leur impact sur la physique et la chimie des nuages, qui fait qu'actuellement, on prévoit très mal, avec une très grande incertitude, le changement climatique à une échelle régionale. Parce que ça, on n'est pas encore capable. Donc il y a encore des grandes incertitudes sur ces phénomènes, mais la question c'est où on va. Rappelez-vous, je démarrais avec les oxydes d'azote, composés organiques volatiles, lumière, sous forme de l'ozone. Plus ces composés ont des temps de vie longs, plus ils vont être transportés sur des grandes distances. Alors maintenant, si je prends un composé, un polluant, qui a un temps de vie très 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 long, infini en cas d'école, si j'arrête de l'émettre aujourd'hui partout sur cette planète, il ne disparaîtra pas. La concentration va rester constante. Si maintenant je décide d'arrêter l'émission d'un polluant au temps très long, je vais avoir un retour à la normale très très long. C'est typiquement ce qui est prévu pour le CO2. D'accord ? CO2 a un temps de vie très long, quelques dizaines d'années. Pour qu'on retrouve des teneurs en CO2 d'avant la révolution industrielle, ben, en nous, on ne verra pas. Désolé de le dire comme ça, mais nous, on ne verra pas. Maintenant, si on a des temps très courts, de l'ordre de semaines, mois, regardez l'ozone, regardez les oxydes d'azote, pour semaines, on peut espérer un retour à la normale relativement rapide. Ben, faisons l'expérience. Pendant le confinement, on a arrêté tout. L'industrie s'est mise à l'arrêt, le transport s'est mis à l'arrêt, nous nous sommes mis à l'arrêt. Qu'est-ce qu'on a vu? Donc là encore, c'est des images satellitales qui vous montrent toujours pour le dioxyde d'azote, NO2, la différence entre 2019 et 2020. Plus c'est bleu, moins c'est pollué, et on voit bien la différence. Même chose en Asie. Vous voyez tout de suite, c'est plus rouge en 2019, et même là, sur la période du confinement, ça s'est nettement amélioré aux Occidentaux. Là, c'est une vidéo, je suis peut-être pas mis de automatique sur celle-ci.
C'est une vidéo qui vous présente la rigueur des mesures prises dans les différents pays, donc l'Italie, parce que ça a été un des premiers pays durement frappés en Europe, la Chine et les États-Unis qui ont pris des mesures plus ou moins différentes, et vous voyez ici, plus ça devient bleu, plus ça s'améliore. Là, on est sur les oxydes d'azote. Si on va faire attention, bientôt l'Italie en bleu va commencer à relâcher les mesures et on va avoir la pollution réapparaît. Voilà, ça commence à être jaune-rouge, ça veut dire que l'activité reprend, la pollution reprend quasi immédiatement son rôle. Donc on sait qu'on peut améliorer la qualité de l'air en travaillant sur les émissions à la source. C'est la même chose pour l'ozone. Donc les oxydes d'azote sont émis par le transport, etc. L'ozone se forme par des réactions chimiques, donc c'est un peu plus compliqué. Et on voit des endroits en bleu où ça s'améliore et des endroits en rouge où finalement la concentration en ozone a augmenté parce que c'est la chimie qui travaille et qui fait son job en fonction des concentrations en oxyde d'azote et en composés organiques volatiles. Mais grosso modo, après un certain temps, ça s'est amélioré. Ça devient de plus en plus bleu partout. Et l'ozone, après un certain temps, s'est amélioré. Donc on sait agir. Et on sait que les conséquences vont être bonnes, puisque on a fait de manière involontaire l'expérience à l'échelle planétaire. Donc si de concert on arrive à effectivement prendre des mesures de régulation des polluants, on sait qu'on va retourner vers un état propre, voire souhaitable. Donc je vais passer ça. En conclusion, il y a de l'espoir. Et je vais m'arrêter là. Merci.